Voilà, donc bonne année 2022. Donc, bienvenue dans ce webinaire introductif donc de la chaire Transformation 4.0 et plus précisément du projet Axel. Donc, je vais vous présenter très rapidement le projet Axel et aujourd'hui, je céderai la parole ensuite à l'équipe qui est plutôt sur le sujet de la fabrication additive. Donc, hier, on a eu un webinaire introductif plutôt sur la partie intelligence artificielle et on a en fait deux autres webinaires ensuite, donc un mercredi prochain, le 25 février, je ne sais pas si c'est mercredi, pardon, sur la transition écologique de l'industrie et puis un autre le 3 février sur la partie digitalisation de l'offre. Donc effectivement, ce projet Axel 4.0 qui signifie accélérateur de l'industrie du futur, de la recherche aux compétences. Et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Donc, aussi en introduction, donc, ce projet bénéficie de deux financements, un dans le cadre du programme d'investissement d'avenir et un dans le cadre du plan de relance. Ce projet, c'est le fruit du travail qui a lieu depuis de nombreuses années avec Grenoble INP Génie Industriel, et de la volonté commune également des acteurs territoriaux de travailler sur l'avenir de l'industrie et donc de proposer un programme qui permette de favoriser la transformation 4.0 des industriels en combinant donc un écosystème vertueux, un écosystème d'innovation, d'accompagnement et de formation. Donc le projet Axel 4.0, comme je vous l'ai indiqué, appartient à la chaire Transformation 4.0, dans laquelle on peut retrouver des dispositifs comme le parcours dirigeant 4.0, le diagnostic 4.0 ou un autre projet de recherche intitulé Flexman, dont on aura l'occasion de reparler prochainement. L'écosystème, donc, c'est un projet dans lequel il y a un consortium constitué de plusieurs partenaires, donc bien sûr, vous l'aurez compris, Grenoble INP Génie Industriel, le pôle formation, donc AFPMA, à la fois sur sa partie formation continue, formation initiale, le lycée Caria et l'UMM de l'Ain qui est porteur pour ce projet. Ça s'inscrit donc bien sûr en lien avec les partenaires industriels qui ne sont pas tous cités sur la diapo, et puis d'autres partenaires institutionnels, le GIEC de l'Ain, Agir Industrie Service, Mecabourg, le département, etc. Si je reviens maintenant au niveau d'Axel 4.0 et ses objectifs, clairement, c'est d'accélérer la transition numérique, hein. C'est de mutualiser les compétences techniques et pédagogiques pour pouvoir le faire. C'est de fabriquer les compétences de demain pour donc mener cette transition. C'est construire un projet collaboratif qui permette de créer des synergies donc entre les différents partenaires du consortium évoqué, mais également avec les industriels et les différents acteurs du territoire, voire au-delà, puisque dans pas mal d'initiatives portées par Axel, certaines se situent au niveau national, voire européen. L'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises qui sont embarquées sur cette transformation 4.0. Et puis, on a aussi un objectif en termes d'attractivité des métiers pour attirer plus de talents vers l'industrie. La manière d'opérer, quelque part, c'est de partir des besoins des industriels, d'où ces webinaires introductifs aujourd'hui, de pouvoir travailler sur ces besoins, de co-développer avec les chercheurs les contenus qui nous permettent d'avancer sur ces thématiques pour pouvoir ensuite créer des outils à disposition des industriels pour avancer sur ces sujets, des outils qui peuvent être bien entendu des contenus de formation, mais aussi des méthodes, des études de cas, etc. Axel 4.0, donc si on rentre dans les thématiques, on a 4 axes en fait qui sont adressés. La digitalisation de l'offre, donc les produits services intelligents, la refabrication additive, donc qui est notre sujet du jour, l'intelligence artificielle pour le manufacturing et l'industrie éco-responsable.
Ici, bon, je ne vais pas détailler toute l'équipe Axel 4.0, mais c'était pour vous montrer que nous avons des chercheurs, des formateurs qui sont impliqués dans le projet. Donc, un projet qui est copiloté par Marianne Ledin et moi-même. On a donc Chloé et Vincent qui interviennent plus sur la partie ingénierie pédagogique et gestion de projet. Et ensuite, par chaque axe, on a un binôme qui va piloter l'axe, un binôme constitué de personnes du réseau Grenoble INP et de personnes du réseau UMM de l'Ain. Et dans chacun de ces axes, nous avons recruté une personne plus opérationnelle et complètement dédiée à la thématique. Donc, par exemple, pour l'axe digitalisation de l'offre, donc c'est Boris, qui est un doctorant. Sergio, donc vous allez faire sa connaissance et qui présentera voilà, l'équipe fabrication additive. Sur l'axe 3, qui était le webinaire d'hier, on a donc Miller qui a été recruté. Et puis sur l'axe 4, le post-doctorant est encore en cours de recrutement, mais voilà, ça devrait être finalisé assez rapidement. Donc, vous voyez une équipe assez dense qui est donc, on va dire, pour emmener toutes ces thématiques en lien donc avec vous, les industriels. Les grands livrables, j'en ai parlé un peu. On retrouve bien sûr tout un tas de contenus de formation en lien avec l'industrie du futur et en lien avec les travaux qui vont être menés dans le cadre des recherches. Une boîte à outils à disposition, des partages bien sûr dans le cadre d'ateliers avec les industriels et avec les chercheurs et les formateurs, des méthodes, des démonstrateurs, des POC. On a aussi l'ambition de créer un incubateur, bien sûr des contenus, de savoir, un Fab Lab, etc. Et puis, je dirais, ça va s'ajuster aussi en fonction des besoins qui vont être remontés au fil du temps. Voilà, donc je propose de clôturer cette partie introductive pour laisser la place à l'équipe fabrication additive. Très bien. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julien Bajolet, je suis responsable soudage et fabrication additive à la FPMA et à l'UMM de l'Ain. Et aujourd'hui, on va vous présenter tout d'abord l'axe fabrication additive avec un peu plus de détails. Et après, je laisserai Sergio présenter l'activité principale de cet axe qui est la thèse. Donc, au niveau de l'axe fabrication additive, donc, nous travaillons sur différentes technologies, on va le voir juste après. L'objectif, comme l'a dit Emmanuel, c'est de travailler toujours en binôme. Donc, l'axe fabrication additive est piloté par Frédéric Vignat, ici présent, et moi-même. Donc, notre thèse fabrication additive est orientée vers la réparation ou la refabrication de pièces imprimées en 3D et proposer surtout une méthodologie. Donc ça, on verra vraiment le détail avec Sergio juste après. L'idée de l'axe, un peu comme tous les axes de Axel 4.0, est vraiment d'aller de la recherche aux compétences. Donc l'idée est, par la recherche et par l'activité, les connaissances qui vont être générées pendant la thèse, d'alimenter des projets industriels. Donc c'est là que la présence d'industriels est importante pour nous, parce qu'on a besoin d'avoir des cas d'exemple, d'avoir des cas d'études, d'avoir des applications concrètes sur lesquelles faire nos recherches. Une fois ces projets développés, le but est de les décliner en modules de formation pour créer des compétences. Pour donner un petit exemple de projet, donc un des projets un peu fondateurs qu'on va voir, c'est le développement d'un Fab Lab qu'on appelle 4.0. Donc si on prend un Fab Lab de base, donc c'est un lieu de regroupement avec des imprimantes 3D, bien souvent, on retrouve aussi des fois des scanners, des petits éléments de finition, etc. Et l'idée de le rendre 4.0, c'est de le rendre accessible à tous, tout le temps. Donc le but, ça va être de mettre en place un logiciel. Donc on est en train de regarder quel logiciel pourrait être utilisé, mais là on part potentiellement vers un logiciel français qui s'appelle Handle, avec 3D, parce qu'on fait de l'impression 3D. Donc du coup, l'idée de ce logiciel, c'est de pouvoir donner accès à tout le monde, donc aussi bien des apprenants que des formateurs, que des industriels, que des partenaires, de pouvoir charger des fichiers 3D et de les mettre en file d'attente dans une ferme d'imprimante. Évidemment, dans cette ferme d'imprimante, il faudra toujours quelqu'un qui charge les matériaux dans les machines et qui décharge les pièces imprimées. Et globalement, l'idée étant de simplifier au maximum la chaîne, de ne pas avoir à gérer de problématiques de paramètres d'impression, etc. C'est vraiment de pouvoir charger le fichier et le mettre en impression et de pouvoir récupérer la pièce le plus rapidement possible en venant dans l'atelier.
On a un parc machine du coup qui s'est développé grâce à Axel 4.0 déjà. Donc on a des machines, principalement des pots de fil, qu'on pourra connecter à ce niveau-là. Donc des machines qui vont de la machine entre guillemets de bureau, c'est attendez, je vais prendre mon petit pointeur laser. Donc cette machine-là, qui est une machine que vous pouvez trouver dans le commerce actuellement à 200 €, donc quelque chose de très accessible, et des machines un peu plus industrielles avec un bloc de filtration, plusieurs matériaux qui montent à 10 000 €. Sachant qu'on a également chez nous une machine à 60 000 € pour pouvoir montrer vraiment une gamme complète des imprimantes 3D pour le CALA plastique. Ensuite, donc au niveau des développements de modules de formation pour la fabrication additive, l'idée est de vraiment couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, donc en passant par la conception, donc la conception optimisée pour la fabrication additive, qui est un point extrêmement important. Ensuite, toute la partie préparation de l'impression, donc comment est-ce qu'on oriente nos fichiers, la création des supports, le nesting, donc le fait de compacter le maximum de pièces dans le volume d'impression. Ensuite, on a la partie impression 3D à proprement parler, la partie finition, donc les traitements thermiques, les finitions de surface, et après toute la partie contrôle pour s'assurer de la qualité des pièces imprimées. Globalement, les deux premiers blocs représentent plutôt chez nous les formations orientées vers les concepteurs, donc je conçois, j'optimise, je prépare l'impression, et les autres blocs correspondent plutôt au parcours opérateur, où on peut donc préparer les impressions, imprimer, faire la finition basique, entre guillemets, et les contrôles associés. Le but est vraiment de pouvoir offrir une chaîne complète et des modules dédiés sur cette chaîne de valeur pour les différentes technologies d'impression 3D. Un exemple de coup des développements de modules qu'on a déjà réalisés. En fait, on a des modules qui nous amènent à des certifications. Donc, on a créé, grâce au réseau de l'UMM, des certifications pour les concepteurs et pour les opérateurs, avec des parcours qui sont déjà opérationnels actuellement. Et nous sommes en cours d'instruction pour les certifications internationales de fabrication additive, que je présentais juste après. Donc, c'est le système IAMQS, International Additive Manufacturing Qualification System, où en fait on a calqué les formations orientées pour le soudage, donc les formations reconnues maintenant de spécialistes internationaux du soudage, technologues international et ingénieurs international, sur la fabrication additive. Donc, dans ce système IAMQS, vous pouvez retrouver toutes les infos que je mets là sur Internet, tout est accessible. Vous avez des formations pour les opérateurs, les coordinateurs de fabrication additive, les ingénieurs procédés, les concepteurs et les superviseurs d'atelier. Pour donner un exemple, ce système est orienté de façon modulaire. Donc, chaque parcours est découpé en modules. Je vous donne l'exemple pour l'opérateur sur la technologie WAM, donc soudage robotisé, qui est une des technologies qu'on va développer pendant la thèse. Vous avez 8 modules de développement avec la découverte générale des procédés, la découverte du procédé WAM, l'assurance qualité, le HSE, la gestion des systèmes, la fabrication, le post-traitement et la maintenance. L'idée de ce projet va être de créer des contenus de recherche qui vont nous permettre de créer les modules que vous voyez ci-dessus. Donc c'est vraiment de la recherche aux compétences. Le développement fait en R&D va nous permettre de créer du savoir et de pouvoir le transférer via ces modules-là. Pour finir avec ma partie, je laisserai après la main à Sergio. L'idée du projet Axel 4.0, c'est qu'on a 4 axes qui travaillent en commun. Et l'axe 2, donc fabrication additive, a besoin et va apporter aussi aux autres axes. Donc pour donner juste quelques exemples de collaboration qu'on va avoir, donc le premier axe qui est la digitalisation de l'offre, l'intérêt de la fabrication additive, ça va être de pouvoir d'intégrer de l'intelligence dans les produits, donc de pouvoir intégrer des capteurs, intégrer des actionneurs pendant l'impression 3D. On pourra également faire de l'impression multimatériaux pour pouvoir donner de l'intelligence, encore une fois, au produit. Au niveau de l'axe 3, intelligence artificielle, qui a été présenté juste hier et dont le replay sera disponible, l'idée c'est de pouvoir faire de l'optimisation topologique, donc utiliser des algorithmes pour avoir des designs optimaux sur les pièces qu'on va imprimer, et pouvoir éventuellement faire du monitoring avec du traitement des données en temps réel, qui sont parfois extrêmement complexes. Et pour finir avec l'axe 4, donc développement durable, évidemment le fait de réparer plutôt que de refabriquer, plutôt que de refaire des pièces et de jeter, etc., c'est déjà de réutiliser, donc faire du réemploi, améliorer le cycle de vie des produits, donc le prolonger, et grâce à l'optimisation topologique, on va aussi minimiser la masse des produits et donc améliorer normalement les possibilités de décarbonation. Donc voilà juste un échantillon de ce qu'on pourra faire entre les différents axes, et tout ça sera développé dans d'autres présentations. Donc je passe maintenant la présentation à Sergio qui va présenter un peu le travail qu'on va réaliser pendant la thèse. Bon, merci Julien.
Voilà. Bon, donc, je me présente encore une fois. Donc, moi, c'est Sergio Arias. Et moi, je travaille directement avec Julien et Fred pour le développement de ces sujets. Et pour parler un peu de la généralité, donc, juste en parlant de la fabrication additive, et l'intérêt aujourd'hui, c'est que cette technologie, ça va nous permettre de concevoir des pièces qui sont complexes. Donc, c'est le cas d'une pièce qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de composants. Donc maintenant, avec cette technologie, ce qu'on pourra faire, c'est que unifier cette pièce à une seule pièce, passer de multiples pièces à une seule pièce. Mais il y a un souci qui se pose, il y a un problème qui se pose, et comment est-ce qu'on peut faire pour réparer un des éléments, une des parties qui soit endommagée. Donc à cet stade-là, les procédés de fabrication ou les méthodes traditionnelles, et ils ont des limitations. Donc voilà pourquoi l'intérêt de commencer à explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec la fabrication additive et voir d'autres procédés pour réussir et pour réparer ces pièces qui soient endommagées. Donc il y a 3 objectifs en gros, et donc on va essayer dès la conception prévoir le futur réparation qu'il aura. Donc en fait ici, quelque chose qui va être super important, c'est de comprendre quels sont les usages qui sont associés à la pièce qui a été endommagée. Donc vraiment on va mettre dessus et comprendre pourquoi est-ce que cette situation est arrivée et comment ce que je peux faire pour éviter que cette situation se répète dans le futur. Ensuite, pour faire et pour couvrir tout l'ensemble de cette étape, conception, fabrication, réparation, on va avoir besoin aussi d'avoir un système numérique qui nous permet de recueillir ces informations et ensuite les utiliser pour générer de l'expérience et faciliter cette étape de prévision de la conception. C'est quelque chose qui est très important. Après, comme je disais, on n'est pas censé travailler uniquement avec des méthodes comme le WAM, le EVM, dans lesquelles on va imprimer des pièces. Peut-être que ça va être aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres procédés de fabrication, comme les soudages, pour qu'on puisse maximiser les bénéfices qu'on va attirer de chacun des procédés. Donc, juste pour parler de chiffres, pour aussi montrer un peu l'enjeu économique, et j'ai repris des informations qui ont été émises par le ERN, European Remanufacturing Network, et qui a été fait en 2015, et qui s'appelle qu'à ces moments-là, la part du marché de produits qui étaient manufacturés par des entreprises aérospatiales, automobiles, etc., c'était d'environ 1,15 milliard d'euros. C'est inclus aussi ce qui est fait par des entreprises qui font de la réparation. Donc, cette partie qui concerne la réparation, on va parler que c'est égal à 1,9%. Donc, ce n'est pas énorme en comparaison avec. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que de ce pourcentage, les 80% des entreprises concernent notamment la partie aérospatiale, automobile et HDOR. Donc ici, l'intérêt principal, c'est de dire, en fait, le produit qu'on va utiliser pour faire du remanufacturing, c'est vont être des produits qui vont être d'abord en euros et qui ensuite vont avoir une durée de vie qui est assez importante. Et ces résultats, on était aussi pour placer dans la carte, on était repris des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Voilà. Et pour donner un ordre de grandeur, juste du côté automobile, donc en fait, l'effet d'utiliser ces procédés de remanufacturing, au final, ça va nous permettre de faire des économies et de l'ordre de 88%, et ensuite de diminuer les émissions de
et substances polluantes d'environ 50%. Voilà. Donc, après, pour parler de enjeux qui sont liés plutôt à l'environnement, et on va parler aussi de cycle de vie de produits en question. Donc, en fait, le vote ultime, ça va être de repousser, d'augmenter la durée de vie de produits qu'on va remanufacturer. Mais du coup, il y a un point qui est super important ici, et c'est qu'on va essayer avec ces méthodes et avec ces procédés de garder la valeur autant que possible du produit d'origine. Donc, on voit ici déjà qu'il y a 3-4 procédés qui sont marqués. Donc, il y a le recyclage, le remanufacturing, et le réemploi et la réparation. Donc, dans le cas du projet, on s'intéresse notamment à ces trois-là et surtout la partie remanufacturing. Mais il faut faire les parenthèses. En fait, le fait d'utiliser ou de s'intéresser aussi aux autres stratégies comme le réemploi et la réparation, ça va nous permettre d'élargir et l'apporter et comment on peut agir pour réparer une pièce, pour récupérer l'état d'une pièce endommagée. Donc, ici, je vous montre un exemple qui est assez simple, qui est un charnier. Et du coup, ici, pour parler de ces charnières, on va parler d'un système. Donc, pourquoi on parle d'un système? En fait, on parle d'un système parce qu'un système est composé d'éléments. Donc, pour que le système fonctionne, donc il faut que tous les éléments du système fonctionnent. Si un système il fonctionne plus, s'il est cassé, bah, le système il ne va plus remplir ses fonctions d'origine. Donc, on va dire que le système est en fin d'usage. Donc, on peut utiliser d'autres termes pour faire référence à ce système en fin d'usage. Mais ce qui est important, c'est qu'au final, ce système qui est non conforme aussi, et au final, il ne va plus remplir, il ne va plus satisfaire les exigences sur lesquelles il avait été conçu. Donc, on revient sur les fonctions et il ne remplira plus les fonctions qu'il avait d'origine. Donc, j'ai parlé avant de 3 stratégies. Donc, le premier, le réemploi. Donc, dans les réemplois, on va essayer autant que possible de réutiliser les pièces qui ont été endommagées. Ensuite, il y a la réparation. Donc, pour la réparation, donc, on va prendre ce système endommagé et on le va rendre acceptable, sachant que nous pouvons le rectifier, mais aussi on peut rajouter des fonctions, on peut le modifier pour qu'il soit plus performant, par exemple. Donc, ici, j'ai fait un petit schéma de comment à peu près ça pourrait être le schéma de vie d'un produit de la distribution jusqu'à la récupération et sa réparation. Donc, ici, on trouve qu'il y a un système qui est neuf. Donc, ce système neuf, au moment qu'il a un élément qui est cassé, on le va considérer, comme je disais tout à l'heure, un système en fin d'usage. Donc, ici, on va s'intéresser pour des stratégies qui vont nous permettre de récupérer ce système. Donc, au final, ce système va être un système qui va être remanufacturé, qui va être une fois composé d'éléments qui sont usés et une fois de systèmes qui sont nouveaux. Et en fait, si on pense par rapport à ces produits, l'intérêt principal de cette stratégie de remanufacturing, ça va être du point de vue du client, par exemple, que les produits qui soient remanufacturés soient identiques à celles qui étaient neuves. Donc, pour ça, ici, on va parler de la performance. Donc, pour garantir que la performance du produit remanufacturé soit au moins égale à celle du système neuf, il faut tester la conformité. Donc, pour ça, on va d'abord suivre un schéma. On va dire, pour y arriver, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc, on va d'abord comprendre pourquoi est-ce que ce système a été endommagé. Une fois qu'on a compris, on va passer à faire la réparation. Donc, on va développer des stratégies qui nous permettent de réparer cette pièce. Et ensuite, on va tester la pièce pour voir qui est vraiment conforme, qui est la performance, et au moins, comme je disais, égale à celle d'un produit neuf. Donc voilà, je présente ici un petit schéma de toutes les différentes étapes. Donc,
cette partie-là, c'est une partie qui est très importante, qui concerne notamment à la partie analyse et identification de dommages, la caractérisation de dommages. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié quelle est la partie qui est endommagée, donc ensuite, on va désassembler la pièce, on va prendre l'élément, les composants qui est endommagé, et ensuite, on va le mettre en état, le remettre en état, pardon. Et une fois qu'on a fait ça, on va replacer ces composants sur la pièce, sur l'ensemble du système, et on va le rassembler. Et on va faire le test que je mentionnais tout à l'heure. Et les seules garanties que, pour l'instant, on peut parler, ou le garantie minimum qu'on va avoir pour ces systèmes, c'est que ces systèmes, il va avoir une performance qui va être égale ou supérieure à celle d'un produit original. Voilà. Donc, ici, j'ai fait un petit parenthèse par rapport à l'exemple que je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, il y a le charnier. Et on peut parler des différentes méthodes, des différents procédés de fabrication. Donc, en fait, si on veut faire juste cette partie-là, on pourrait penser à faire, utiliser un procédé de tournage et de maîtrisage et même de fabrication additive et des soudages. Et après, par exemple, dans les cas de soudage, on va dire que peut-être il y a eu une étape précédente. Il y a eu, par exemple, un maîtrisage qui a fait la pièce qui nous intéresse pour faire la réparation. Mais du coup, si on pense par rapport aux technologies comme celle de la fabrication additive, on se retrouve qu'en fait, c'est une technologie qui est assez onéreuse pour une réparation qui, dans ces cas-là, c'est assez simple. Donc, ici, on va dire, et on rebondit sur un des conclusions qu'on avait fait tout à l'heure. En fait, ici, on va s'intéresser plutôt, quand on parle de la réparation, plutôt à intervenir des pièces qui, d'abord, sont onéreuses et qui sont complexes et finalement, qui ont une durée de vie qui est assez longue. Donc, si on voyait les cas d'ici, et en fait, si on essaie de récupérer et juste cette partie-là, en utilisant deux procédés comme le tournage ou le maîtrisage, en fait, peut-être qu'on ne réussira pas à faire à intervenir une seule pièce. Disons que cette pièce-là, c'est une pièce seule, intégrale. Donc, en fait, ici, ce qui peut être intéressant, c'est de prévoir, de voir l'utilisation des technologies comme la fabrication additive pour récupérer cette pièce et ensuite d'utiliser des méthodes comme le soudage pour l'intégrer au système. Bon, donc, juste une petite parenthèse. Pourquoi c'est intéressant la fabrication additive? Donc, en fait, ici, l'intérêt, c'est le fait de pouvoir, comme je disais, d'ajouter, de faire des pièces complexes. Et comment on les fait? Par ajoutant de matière couche par couche. Donc, au final, cela va nous permettre non seulement de diminuer les numéros d'étages et le nombre d'étages qui vont être effectués, mais aussi, de notre côté, ça va nous permettre d'agir dans la partie externe et interne du produit. Donc, au final, peut-être que, par exemple, on peut utiliser des structures qui sont lattices et pour améliorer la performance physique et caractéristiques physiques de cette pièce qu'on va concevoir. Donc, comme je disais, en fait, au final, on n'est pas censé se bloquer dans une seule technologie. Donc, le but, en fait, ça va être de reprendre la pièce et ensuite d'utiliser d'autres méthodes, d'autres procédés pour l'intégration de cette pièce. Donc, si on voit l'ensemble, on va parler de la technologie. Donc, on va parler de processus hybride qui intègre différentes technologies, comme on les voit ici, soudage, fabrication additive. Après, on va parler peut-être aussi de le matériau. Peut-être que le matériau qu'on va utiliser pour faire ces réparations, ça sera un matériau qui va être différent. Et finalement, on va parler de procédés. Donc, ici,
on va pouvoir intégrer différents procédés qui vont nous permettre, au final, d'avoir un résultat qui est désiré par les clients. Ici, pour parler de manufacturing, moi, je parle je parle notamment de 3 facteurs. Donc, il y a l'environnement, il y a les réparateurs et il y a les clients. Donc, en fait, au niveau de l'environnement, tout d'abord, on va parler de l'efficacité des ressources. Donc, cette efficacité des ressources, d'abord, ça se va voir directement dans l'impact et ça se va voir directement dans la quantité des ressources qu'on va utiliser pour récupérer cette pièce. Donc, en fait, comme on va juste traiter directement, on va faire une réparation, on va récupérer localement une partie qui est endommagée. Donc, en fait, on utilisera moins des ressources. Ce qui est après, moins des matières, pardon. Ce qui est après, ça va être réfléchi. Bon. Ça va se voir aussi par exemple, l'émission de substances qui sont polluantes pour l'environnement. Et pour faire ça, pour y parvenir, donc, par exemple, du côté réparateur, on va dire, cette transition, ça va permettre de créer des emplois, d'embaucher des gens. Donc, en fait, cela va permettre au fur et à mesure d'augmenter les compétences des industriels, et dans le cas des réparateurs, et d'offrir un certain nombre de postes, par exemple, qui vont être intéressants et qui vont être plus variés. Ensuite, cette démarche, ça va bénéficier aussi les clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va passer de commander de pièces par exemple, on va plus acheter 1000 unités des injecteurs comme celles que j'ai montées tout à l'heure. On va passer à faire des commandes au juste besoin. Donc, ça va faire que le prix du produit, ça diminue, et aussi que le délai d'attente pour avoir ces produits, ça diminue aussi. Donc, ça va se voir aussi reflété, par exemple, du côté environnement, dans une réduction du stock. Je montre ici que c'est plutôt comme un espèce de processus circulaire, comme celle de l'économie circulaire. Un peu comme ça. Donc ici, je parle de 3 chalets. Donc, celle qui nous intéresse dans le cadre de ces projets de recherche, ça va être notamment la partie conception de produit et la partie réparation, la partie procès de réparation. Mais on ne peut pas négliger la partie business model, parce qu'en fait, cette partie-là, ça va être important, par exemple, dans les moments où cette technologie elle soit facile à utiliser pour faire ce type de procédé des remanufacturing, ce type de reprise de pièces. Mais pour ça, il faut avoir de l'expérience. Donc, ici, on se retrouve avec une nécessité, c'est de développer un modèle qui nous permette au fur et à mesure d'extraire de l'expérience et ensuite de formaliser de procédés de fabrication qui vont faciliter et ensuite de faire la prévision des possibles cas de réparation. Ensuite, cela va nous permettre de travailler et de voir comment faire pour rentabiliser ce type de technologie, pour l'intégrer directement dans le business model de l'entreprise. Déjà, pour clôturer cette présentation, donc en fait ici, on va parler de l'intégralité du sujet. Non? Donc, à cet stade-là, on peut dire qu'on est ici, dans cette partie-là. Donc, notre problématique, ça va être nourri d'un côté par ce qui existe déjà dans la littérature, mais aussi ce qui existe déjà dans l'ingénierie. Donc, cela va nous permettre de développer, de bien comprendre quelles vont être nos questions de recherche.
Ensuite, ces questions de recherche, pour la répondre, on va introduire cette méthodologie de laquelle on parle. Et puis, au fur et à mesure, on va commencer, une fois que ça soit déjà développé, on va commencer à faire des tests qui vont nous permettre, et dans un premier temps, d'avoir un résultat académique, recherche, qui va être cette méthodologie, qui après, ça va être formalisé à travers du modèle et aussi du mémoire des tests. Mais aussi, et très important, ça va être aussi la partie industrie. Donc, comme Julien disait, en fait, au final, cette projet, ça va nous permettre aussi de faire des modules de formation. Mais pour faire ces modules de formation, on va faire appel à ce qu'on a trouvé dans la recherche et le besoin d'industriels. Et c'est là où il y a l'intérêt de nous adresser aux différents industriels de la région des Landes pour voir comment ils peuvent participer, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner pour ensuite venir et, comme Emmanuel disait, et renforcer les tissus industriels de la région. Et finalement, avoir des modules de formation qui soient vraiment adaptés aux besoins tous industriels. Bon, donc je vous remercie. Il y a ici aussi les différentes dates et à tenir compte pour le prochain webinaire. Et finalement, comme je disais, donc, comme l'intérêt de cette webinaire aussi, c'est de essayer et récupérer des expériences d'auprès d'industriels. Et on vous laisse aussi les contacts pour que vous pouvez nous, comment dire, nous faire des retours par rapport à vos expériences. Voilà. Donc, merci beaucoup.